Alors, tous ceux qui ont approché... C'est bon, là? Ouais. Tous ceux qui ont approché de près les personnalités de Lucien Febvre et d'Henri Vallon, soit en tant qu'historien, soit en tant qu'historien de la vie intellectuelle, savent depuis des décennies que la correspondance, la très riche correspondance, certainement entre Lucien Febvre et Henri Vallon, a été détruite. J'y reviendrai, je donnerai les quelques pistes d'informations que j'ai sur cette question. Donc, lorsque Bernard Vallon m'a demandé si je pouvais parler de Lucien Febvre et Henri Vallon, j'avais à l'esprit, il y a peu de choses, il y a presque rien. J'ai travaillé un petit peu avec Jean Lecuir, qui lui... c'est pour ça que j'ai associé à ce PowerPoint. Jean Lecuir a collecté un certain nombre de documents, de correspondances autour du groupe de jeunesse de Lucien Febvre, Henri Vallon. J'y reviendrai. Donc, très peu de choses en principe, mais au fond... quand même beaucoup de choses, sur des supports extrêmement variés. Lucien Febvre a conservé tout. Il a noté, il classé, il a énormément conservé aussi bien les photos que les textes, la correspondance, etc. Donc là, on a la photo, dans le fond, Lucien Febvre, du groupe d'élèves de Louis-le-Grand, et selon son habitude, il légendait derrière la photo, et on peut situer... donc, je reviens là, si je peux agrandir la photo, où je le remonte ici. Alors, Lucien Febvre est ici. Juste derrière lui, Augustin Renaudet. Et Henri Vallon est ici. Jules Bloch, ça c'est Cavenel, et Jules Bloch se trouve ici, selon la légende qu'on a derrière de la Cagne 1897-1898. Puis il rentre donc ce groupe de cagneux entre presque tous à l'école normale, à la rue d'Ulm, et on a la photo de groupe de l'école normale. Ça, je crois qu'on la voit pas très bien, mais à ce moment-là, on voit un très net rapprochement entre Lucien Febvre, qui est ici, et Henri Vallon, qui est là. Évidemment, légendée, cette photo, légendée derrière, par Lucien Febvre, et là même en dessinant les profils des personnages. Et on a de nouveau ici une photo de Lucien Febvre avec Renaudet, Henri Dodin. Je crois que Vallon est derrière, mais bon, là, je n'ai pas réussi à identifier parce que là, Lucien Febvre ne l'a pas légendé. Donc, ce groupe qui devient à l'école normale un groupe de 10 amis, Jean Lecuir en a fait un repérage et une collecte de ses correspondances. Il a... je vais peut-être vous les situer un peu plus précisément. Lucien Febvre, dit le Joufflu ou Père Ubu, qui est né en 1878 et qui sera professeur au Collège de France. Henri Vallon, dit Hyacinthe. Alors j'ai cru longtemps que c'était un surnom, mais en fait c'est son troisième prénom. Il est né un an après Lucien Febvre, en 1879. Ça a son importance parce que Lucien Febvre fera bien peser la différence d'âge dans leur amitié. Henri Dodin, dit l'enfant, qui lui est effectivement un peu plus jeune. Je passe parce que je ne vais pas m'étendre sur tous ces personnages. Et Jean Lecuir a rassemblé environ 2100 lettres au total de correspondance entre toutes ces personnalités qui deviendront tous professeurs d'université, professeurs au Collège de France. Quand je dis qu'il a rassemblé, lui, il a beaucoup photocopié, il les a situés, il m'a donné d'ailleurs les indications précises
sur le dépôt des fonds. Et il a même suscité un dépôt de fonds de la famille des héritiers de Dodin, qui a rejoint un fonds aux Archives nationales. Donc ça, c'est l'activité très de collecteurs, des chercheurs, et c'est toujours très enrichissant. Donc, encore une autre photo à Nancy en 1905. Alors, il faudra que je vérifie si c'est Nancy. Et cette photo, je ne la trouve plus parce qu'en fait, elle n'est pas arrivée. Ça, c'est le fond Lucien Febvre, c'est un peu complexe. Les photos sont restées entre les mains d'Henri Febvre jusqu'à la fin. Et il les a énormément manipulées, déplacées, regardées. Alors, il y a des choses que j'ai photographiées à l'époque où j'allais le voir. Et puis, je ne les retrouve plus maintenant. Bon, donc ça, c'est une de ces photos, ainsi que celle de l'école normale. Il y avait un tableau. Pour le moment, je n'ai pas mis la main dessus. Donc, parce que, effectivement, la photo, c'est via la photo que Henri Febvre parlait beaucoup des relations de son père avec... Donc là, c'est une première lettre, alors, qui, elle, ne se trouve pas dans le fond Lucien Febvre, mais quelque part dans le fond Henri Vallon, peut-être dans ces cartons qui ont été remis, ces cartons que Thérèse évoquait tout à l'heure, ces premiers cartons, c'est une lettre en tout cas d'avril 1906, où Lucien Febvre s'adresse à Henri Vallon, mon très cher et bien-aimé Henri. La relation entre Henri Vallon et Lucien Febvre est extrêmement affectueuse dans ces années-là. Ils sont d'ailleurs compagnons d'action politique. Alors ça, c'est des photos chez Henri Vallon, rue du Montparnasse, rue de Vaugirard, je sais, rue du... Bon, enfin, c'est chez Henri Vallon. C'est Lucien Febvre en bas et Henri Vallon. Ah oui, pardon, Henri Vallon est le barbu. Oui. Henri Vallon porte la barbe et Lucien Febvre le nœud papillon. C'est... C'est quelle période? Pardon? La photo de quelle... Alors, elle n'est pas datée, celle-là. Elles ne sont pas datées. C'est certainement dans les années, à leur retour de Bar-le-Duc, un peu avant les événements de 1907 dont je vais vous parler. Ils étaient ensemble à Bar-le-Duc une année, enseignants, en 1902, 1903, après l'agrégation. Ensuite, ils sont tous les deux à la Fondation Thiers. Et donc, c'est les années parisiennes. Voilà. Alors, ils sont tous les deux très engagés. C'est ça qu'a exploré Jean Lecuir. J'espère que ça donnera lieu à une publication. Il y a déjà eu une publication lors d'un colloque à Toulouse, des actes du colloque. Et il y a eu aussi une autre publication d'un dénommé Altuna qui a publié les contributions dans le socialiste comtois. Donc, ils sont tous les deux des socialistes très engagés par la plume, en tout cas dans ces années-là. Lucien Febvre écrit la majorité de ses articles qui sont anonymes, mais on les reconnaît. Et puis en plus, Lucien Febvre prend bien soin de marquer en rouge sur le journal quelles sont ses contributions. Et il les indique ici, il rajoute HW à une contribution d'Henri Vallon dans le socialiste comtois, qui sont toutes des correspondants, des critiques politiques du parlementarisme dans un style très anarcho-syndicaliste. Alors ça mène, cette action politique mène le jeune Henri Vallon, alors probablement vous le savez tous, en 1907, à aller manifester pour les mutins du 17e régiment de ligne qui, à Narbonne, se sont donc mutinés et qui encouraient les pires sanctions en tant que militaire. Et Henri Vallon manifeste le 14 juillet. Lucien Febvre est à Besançon.
en train de corriger les épreuves du baccalauréat, et Henri Vallon est arrêté. Je pense que, je ne sais pas si je vous raconte ça, si vous le savez tous ça, mais il faudrait que je sois effectivement rapide. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est que tout ce groupe d'édistes se mobilise pour lui porter secours. Et Lucien Febvre écrit une très longue lettre à Gabriel Monod, leur maître à tous, pour prendre le parti évidemment d'Henri Vallon, qui est un petit peu malmené par son maître, qui se prend sa défense. Gabriel Monod prend sa défense publiquement, mais bon, on le sermonne, on lui remonte les bretelles, il est irresponsable, imprudent, etc. Et il y a une longue lettre de Lucien Febvre à Gabriel Monod en août 1907. Je ne vais évidemment pas vous la lire, mais où quand même il pose un certain nombre de questions. Oh, j'ai quand même bien envie, si j'ai 2 minutes, de vous en lire un extrait. J'ai beaucoup d'extraits, donc il faudra m'arrêter. Mais mon cher maître, donc il le remercie de son intervention pour lui, son propre poste. Et au reste, ce ne sont pas seulement de vos demandes à mon égard que je veux aujourd'hui vous remercier. La profonde affection, la longue fraternité qui depuis tant d'années nous unit étroitement du cœur et d'esprit, Vallon et moi, me donne bien le droit de vous remercier de l'empressement, etc. Mais ensuite, il y a toute une analyse politique de l'événement, puisque c'est bien de ça que ça retourne. Alors, il y a une dizaine de feuillets, et où il pose la question, il était donc à Besançon, aurais-je manifesté moi-même ? Peut-être aurais-je mieux calculé qu'il ne l'a fait les conséquences possibles de mon acte et, prévoyant mieux toutes les illégalités et les arbitraires possibles, me serais-je dit qu'il était inutile, après tout, de se dresser en face d'un train lancé à toute vitesse et qui m'écraserait sûrement sur le passage. Il ne se l'est pas dit. Cela ne prouve qu'une chose, c'est qu'il a eu plus de courage, plus de générosité de cœur que de prudence. Et que de cela encore, nous ne pouvons que l'aimer davantage, avec un sentiment de fierté attendrie que tous, au fond de nous, nous avons éprouvé et ressenti. Et ensuite, il lance à Gabriel Monod toute la question des générations, et il lui dit pouvez-vous, vous à qui j'écrivais dernièrement, combien profondément et doublement nous nous sentions vos élèves, pouvez-vous ne pas reconnaître dans cette protestation une manifestation de l'esprit même qui vous dicta jadis votre révolte contre l'injustice triomphante, contre la loi complice du crime qui nous dressa contre tout l'ordre régulier et légal du pays, contre l'armée, la magistrature, le Parlement, et qui vous fit provoquer contre tout ce vieil organisme bandé par la résistance au droit, la révolte imprescriptible des consciences libres et des volontés droites. Non, vous ne pouvez pas nous renier. Vous ne pouvez pas limiter vous-même à la seule, vous limitez vous-même à la seule affaire Dreyfus, maintenant close, les conséquences, etc. Donc Febvre place le débat avec Monod, évidemment, dans l'ordre politique et des générations. Mais les choses vont devenir plus difficiles. Il faudra m'arrêter parce que je n'ai pas calculé mon temps. J'ai beaucoup de choses. Donc, il faudra me dire quand j'ai plus que 2 minutes. Il faudrait que j'aille à l'essentiel. Enfin, l'essentiel, il est partout. Et comme il y a finalement beaucoup de choses, alors qu'on croyait qu'il n'y avait rien, voilà. Alors, pendant la guerre, ils s'écrivent, évidemment, ils s'écrivent, tous, les lettres arrivent, c'est assez étonnant. Elles sont, enfin, c'est assez étonnant, non, maintenant, est-ce que ça ne l'est pas. Il y a une... Febvre écrit à ses parents, il y a plus de 800 lettres de guerre. Il écrit à ses amis, alors ses grands amis, c'est Jules Bloch, l'indianiste, Henri Daudin, le philosophe, Augustin Renaudet, l'historien moderniste, et Henri Vallon. Donc c'est ce groupe des 5. Et donc les lettres à Henri Vallon ont certainement disparu, mais il en subsiste. Il en subsiste parce que, je termine par cette disparition et les résurgences. Donc, il écrit à son ami Vallon, et c'est là que commence à se creuser leur divergence, qui sera de plus en plus profonde et de plus en plus
triste pour l'un et pour l'autre. Donc, en pleine guerre, en 17, il écrit à Henri. Alors, mon cher petit, hein, c'est mon cher petit. Donc, de très longues lettres, comme toujours, chez Lucien Febvre. Et là, il a le temps parce qu'il s'ennuie. On est en novembre 17. D'ailleurs, il s'ennuie, c'est triste. C'est triste à mourir. Il n'y a plus de nouvelles de personne. Il ne se passe rien. Et il est très sensible à l'influence du temps, etc., au brouillard continuel. Et il dit « Ma pensée a si peu d'aliments que je m'ennuie moi-même de moi. » Une lettre de l'enfant, donc Henri Daudin, traîne sur ma table depuis des jours sans que j'y ai encore répondu. Le matin, j'attends le journal. Oh, sans aucune impatience. Je me demande en le lisant si l'humanité n'est pas composée presque entièrement de fous et d'idiots, ce qui en soi n'a rien de très amusant. Je ne puis même pas me divertir à l'affaire Humbert, etc. Je passe, comme je voudrais savoir les choses russes. Comme c'est prodigieux cet effondrement d'une grande puissance, cette dissolution de tous les liens nationaux étatistes, cette brusque disparition, cet évanouissement soudain, ce n'est pas seulement la Russie qui disparaît, ce sont tant de dogmes, tant de certitudes, tant de systèmes. Et l'un des plus fondamentaux, l'un des mieux établis de ces axiomes indiscutés, sur lesquels repose toute notre conception de l'histoire. Pas à dire, c'est un spectacle bougrement philosophique que celui du monde de l'an de grâce 1917. J'aimerais en pouvoir causer librement, avec des esprits libres, et qui, c'est là l'écueil et le point noir, ne me gâteraient point mon plaisir en rapportant tout à leurs vieilles petites idées d'avant la guerre. Bon Dieu petit, ce que nous allons avoir de drôles de choses demain, si nous sommes encore là et si nous savons voir. Cette transformation sociale, je passe parce que c'est absolument passionnant, mais j'y serai encore dans une heure. Et il dit après, plus je vais, Henri, plus j'ai la nausée des idées toutes faites, des doctrines, des attitudes convenues. Et oui, même de celles que j'avais faites miennes avant la guerre. Y a-t-il rien de plus misérable que cette défroque pseudo-socialiste qui de temps en temps émerge encore dans un brusque remous de torrents formidables? Marx, oh tiens celui-là, aussi je crois qu'il jouirait prodigieusement de ce qui se passe, à condition qu'il ait 30 ans et qu'il ne soit pas déjà devenu marxiste. Et encore, est-ce bien vrai? N'était-ce pas, lui surtout, un merveilleux constructeur d'idées, un merveilleux agenceur de théories, plus apte à bâtir sur schéma qu'à laisser venir à lui l'immense marée des faits? Non, non, ce sont nos grands esprits du XVIIIe siècle qui seuls auraient l'envergure et la clarté et la puissance intelligente nécessaires pour comprendre, pour aimer les temps nouveaux. J'arrête, c'est très long, c'est passionnant, et il est au Bois-Bourru. Il dit « Nous sommes le 11 novembre au Bois-Bourru. Le rapport des cuisines prétend qu'à bref délai, la 7e, etc., sera relevé de Verdun. » Là, on ignore quelle a été la réponse de Vallon à cette question, parce que ces lettres, s'il a répondu, font partie de celles qui ont disparu. Alors, les relations commencent à se tendre, justement, autour d'une question de doctrine. Lorsque... alors Febvre entre, vous savez, il devient professeur à la Nouvelle Université de Strasbourg. Vallon est à Paris. Ils s'écrivent peut-être un peu... Ah oui, il y a le mariage avec Germaine en 1917, en novembre 1917, que Lucien Febvre annonce à ses parents, donc c'est pour ça qu'on a la date. Et il semblerait que Lucien Febvre, enfin il semblerait, il le dit ultérieurement à Madame Léon Verte, est écrit à Henri Vallon une lettre qu'il aurait bien fait de retenir, comme il y en a beaucoup d'autres qu'il aurait bien fait de retenir pour ne pas gâcher un certain nombre de relations. Mais en tout cas là, il dit à son ami Vallon, ne fais pas cette bêtise. Alors, bon, il écrit ça à Suzanne Verte en disant, ça a été un drame, puisque lui, Lucien Febvre, pensait que Vallon... Enfin bref, il pensait que Vallon commettait une erreur fondamentale en épousant Germaine, qu'il avait rencontrée déjà depuis 1912. Donc les relations se distendent, mais Febvre épouse Suzanne Febvre en 1921.
Il invite Henri Vallon à son mariage et Vallon trouve toutes sortes d'excuses pour ne pas aller au mariage de son ami Lucien et Suzanne. Mais Lucien Febvre lui demande d'être le parrain de son fils aîné, Henri, qui va naître en 1922. Donc les familles se voient quand même en vacances. Là, c'est une photo où on voit ici Lucien Febvre, là Suzanne, et là Henri Vallon avec son béret. Je ne sais pas où est Germaine, est-ce que c'est celle qui tourne dedans? Et là, c'est Jules Bloch. Alors, on a aussi dans les archives des films, puisque Henri Vallon offre à son filleul, Henri, un petit appareil de Pathé Baby. On a des films mais qui, pour le moment, ne sont pas encore lus, mais j'espère qu'ils pourront être numérisés. Alors, ce sont plutôt des films de famille, mais certainement, on voit un certain nombre de personnages se mouvoir aux Petites Dalles, puisqu'il va rejoindre la famille Vallon aux Petites Dalles, mais il y a aussi Mamirol, etc. Donc là, mystère, il y a des supports à révéler. Et puis, alors, il y a l'encyclopédie française où Lucien Febvre invite évidemment Henri Vallon à diriger le tome 8 sur la vie mentale. Il y a des petites tensions par rapport à Blondel, mais Blondel, finalement, avec beaucoup d'élégance, accepte de s'y associer et refuse, décline la proposition de Lucien Febvre de diriger le volume prévu sur la philosophie. Il se sentait pas à sa place dans ce domaine. Alors, je passe sur la guerre, puisque là, il se voit encore moins. Mais au sortir de la guerre, Henri Vallon et Paul Langevin lancent une encyclopédie de la Renaissance française. Ce qui affecte énormément Lucien Febvre, qui écrit à Langevin, qui écrit une longue lettre à Langevin, puisqu'il le découvre par hasard au coin d'une rue, il découvre l'annonce de la première réunion, et il est très affecté puisqu'il pense que ça va être une concurrence avec le renouveau de l'encyclopédie française qu'il avait pilotée depuis 1900, depuis son arrivée à Paris 33, 34, 35, et qu'il voulait faire renaître. Alors il pense que c'est une concurrence, il est très vexé parce que Henri Vallon ne l'a même pas prévenu, mais ils trouvent toutes sortes d'excuses et ils acceptent finalement, ils trouvent un compromis en comprenant que c'était pas du tout la même chose. Donc, dans les archives, il y a aussi un certain nombre de tirés à part, dédicacés avec des dédicaces très convenues à la fin, mais très chaleureuses pour les premiers tirés à part. Ils se retrouvent, ils sont ensemble à Mexico, au Mexique, dans le cadre d'un voyage sous les auspices de l'UNESCO. Donc Henri Vallon et Lucien Febvre. Donc, il y a un certain nombre de lettres où on voit qu'ils tentent d'essayer de se comprendre, de renouer. Ils en sont tous les deux très malheureux. Lucien Febvre s'épanche beaucoup plus, évidemment, selon son habitude. Henri Vallon est beaucoup plus retenu. Alors, si on a ces lettres... je vais finir par vous expliquer pourquoi on a ces lettres et pourquoi on en a certaines et pas d'autres. Où j'arrive peut-être au bout. Si, il y a quand même ça. Il y a la Nouvelle Critique en 51. Ça, c'est très, très dur pour Lucien Febvre sur le révisionnisme en histoire, où l'École des Annales est attaquée de plein fouet et avec beaucoup de virulence. Il y a la réponse de Lucien Febvre dans ses brouillons et finalement, il a renoncé à la publier. Il n'a peut-être pas tort. Ça mériterait peut-être maintenant, avec 60 ans de recul, d'être publié, mais à l'époque, il prenait la mouche, et à ce moment-là, c'était plutôt virulent. Parce que cet article, alors, il ne soupçonne pas Vallon d'être derrière, mais d'autant plus que ce n'était pas Vallon du tout qui était derrière, c'était un groupe de jeunes historiens qui se cachaient sous le nom de Blot, et derrière Blot, il y avait Chambaz et François Furet, très probablement, en 51. On revient toujours à ces dissensions d'ordre politique quand, et je vais terminer là et quand même revenir sur juste une explication sur les papiers, quand il évoque à Henri Bert
il évoque Henri Bert dans sa lettre de Suzanne, mais je vais d'abord vous prendre celle d'Henri Bert de 1950. Il évoque ses ruptures d'amitié et il dit à Henri Bert « Je ne vois plus jamais Henri Vallon, qui fut le compagnon quotidien de ma vie pendant des années. Mais il y a des raisons très particulières et très douloureuses à ce divorce. Je ne puis plus le suivre. Je dirais volontiers que je ne parviens pas à le comprendre dans ses attitudes intellectuelles, lorsqu'il abdicte son esprit critique pour s'obstiner dans un incompréhensible attachement à un parti qui exige de ses adhérents le goût et la pratique du mensonge systématique, du mensonge pour le peuple. » Ça, c'est ce qu'il dit à Henri Bert. Et il s'écrit de temps en temps pour essayer de se comprendre. Et Henri lui dit en 1954 « Le souvenir de notre amitié est trop lié à presque toute ma vie. Je sais trop ce que je lui dois pour que je ne m'associe pas à la célébration de ton 75e anniversaire. Je m'y associe de tout cœur, mais non par ma présence. La plupart de ceux qui vont t'embrasser pendant cette cérémonie sont si loin de ce que nous avions en commun. Ce serait une dérision. » Et là, Lucien Febvre prend la mouche, parce que si ses amis qui sont là pour l'accueillir pour ses mélanges sont loin, c'est une dérision, il lui répond durement. Et puis, il y a la dernière lettre de Lucien Febvre à Henri Vallon, que Suzanne lui envoie après sa mort, puisqu'elle est restée dans ses brouillons. Il avait renoncé à l'envoyer en 1955, et Suzanne donc lui envoie et dit Henri Vallon m'a remercié, et le plus banalement du monde, quand après la mort de Lucien, je lui ai envoyé l'original de la lettre. Et Suzanne est aussi très triste. Alors, donc, tous ces documents proviennent d'endroits très différents. Film, photo, ça vient de la rue du Val-de-Grâce, du dernier legs d'Henri Febvre, au fond. Il y a donc, semble-t-il, dans le Fonds Vallon, des lettres égarées, mal identifiées dans un premier temps, pour identifier comme du Lucien R, je crois, mais qui ont échappé à la destruction. Cette destruction, il semblerait qu'elle est, d'après là, c'est la mémoire orale des enfants, ce qu'Henri Febvre a dit d'ailleurs à tous les chercheurs qui sont venus le voir, que Henri Vallon aurait exigé de Suzanne la restitution de ses lettres. Il aurait donné celle de Lucien, c'est une pratique assez courante, et il aurait exigé leur destruction totale. Il devait y avoir certainement, en tout cas à l'époque de leur jeunesse, des centaines de lettres. C'était certainement de la très belle littérature d'une amitié intellectuelle, puisqu'il y en a pratiquement autant pour Jules Bloch, Dodin, etc. Mais Suzanne a sans doute confectionné un petit dossier pour son fils Henri, puisque Henri Vallon était son parrain. Donc il y a un dossier d'Henri Febvre, de lettres d'Henri Vallon à Henri Febvre, mais d'autres. Elle en a laissé là, dans un dossier destiné à Henri. Et puis, il y en a... de la correspondance... je crois que c'est tout. C'est tout. Il y a ce dossier Henri Febvre et une ou deux lettres. Oui, au moment de l'encyclopédie. Voilà. C'est pour dire que quand on croit qu'on peut détruire, on ne détruit jamais. C'est impossible de détruire toutes les traces. On peut reconstituer beaucoup de choses.